L'année dernière, à cette même place, je m'en souviens, devant un public aussi nombreux, aussi divers et aussi stimulant que celui qui est réuni cet après-midi, j'avais évoqué l'importance que j'attache à ce que le Conseil d'État s'affirme pleinement comme un carrefour de réflexion, un vivier d'idées et de propositions pour améliorer la gouvernance publique, pour mieux construire les politiques publiques. Et un an plus tard, ça ne vous étonne pas, je n'ai pas changé d'avis. Car le Conseil d'État n'est pas seulement un juge, n'est pas seulement un conseiller. Il est aussi une institution qui, du fait de son positionnement institutionnel, du fait de la nature de ses attributions, du fait de sa composition, peut et donc doit, puisque tout pouvoir est aussi une responsabilité, eh bien, il doit éclairer, il doit nourrir le débat public afin de permettre aux responsables publics de décider en toute connaissance de cause. Et les différentes activités du Conseil d'État s'enrichissent mutuellement, interagissent en synergie pour donner place à ce que j'appellerais une véritable intelligence collective qui représente, j'en suis convaincu, l'un des atouts les plus précieux de cette maison. Et il y a des moments forts dans ce rôle qu'exerce le Conseil d'État comme carrefour d'idées, vivier de propositions. C'est la confection de l'étude annuelle, qui est donc un moment fort du Conseil d'État, après celle consacrée au sport, enjeu de politique publique, qui vient tout juste d'être rendu public et communiqué à la presse. Notre public, c'était plutôt l'équipe. Eh bien, nous entamons un autre sujet consacré à l'évaluation des politiques publiques. C'est le thème de l'étude annuelle 2020. Et je suis particulièrement heureux ce soir d'ouvrir le cycle de conférences dédié à ce sujet. Ce sujet, nous ne le découvrons pas tout à fait. Il était latent dans la réflexion du Conseil d'État. La section du rapport l'avait aussi abordé dans différentes études, mais jamais de manière centrale, de manière frontale. Les sections consultatives, la section du contentieux, quant à elles, s'interrogent souvent sur les effets des textes qu'elles ont à connaître, et on ne peut en effet rédiger un texte, l'appliquer au contentieux, sans s'adonner nécessairement à un exercice de prospective. C'est pourquoi, sans être à proprement parler un producteur d'évaluation, la mission est dévolue en premier lieu au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, à la Cour des comptes, institutions qui sont sans doute encore plus légitimes que le Conseil d'État pour traiter de l'évaluation. Et je voulais d'ailleurs saluer plusieurs représentants de ces institutions qui nous font le plaisir d'être présents ce soir et qui seront associés, bien entendu, à la confection de l'étude dont je viens de parler, par la participation à des groupes de travail, à des auditions. Voilà, ils nourriront la réflexion du Conseil d'État. Même si donc le Conseil d'État n'est peut-être pas l'institution a priori la plus légitime pour faire l'évaluation, il me paraissait normal, nécessaire que nous nous penchions sur cet exercice parce que il me semble que nous devons, nous, investir davantage sur un tel sujet et nous pensons que nous pouvons, sur ce sujet comme sur d'autres, apporter un éclairage utile. En fait, ce thème est important et intéressant aujourd'hui parce qu'il est un des problèmes centraux de la démocratie contemporaine. Les citoyens attendent toujours plus de l'action publique, que l'on veut plus simple, plus fiable, plus rapide, mieux adaptée aux situations individuelles, c'est-à-dire au fond plus efficace. Il ne s'agit plus pour les pouvoirs publics seulement d'agir dans un cadre constitutionnel et dans le respect des règles de dévolution et d'exercice du pouvoir, il faut des résultats. Et un tel glissement, dont les racines sont profondes, témoigne d'une transformation progressive des déterminants, en fait, de la légitimité des pouvoirs publics. La légitimité légale, rationnelle de Max Weber tend à s'estomper au profit de ce que certains appellent la légitimité d'exercice, dans laquelle la performance occupe une place particulière.
et de la sève des principes énoncés à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme émerge ainsi une conception nouvelle en fait, de la responsabilité. Et cette exigence implique de concilier de manière parfois contradictoire la performance, le respect de la légalité et pour les responsables politiques, l'impératif de cohérence avec les engagements qu'ils ont formulés auprès de leurs électeurs. Pour répondre aux défis que pose cette exigence de performance de l'action publique, l'évaluation est un outil indispensable. Elle doit en quelque sorte permettre de déterminer la valeur d'une politique en identifiant ses effets concrets à l'aune des objectifs qu'avait fixés son auteur. Mais l'évaluation ne permettra réellement de mieux décider que si elle évite l'écueil de l'auto-justification ou inversement, si elle évite l'écueil de la critique partisane. Elle doit en quelque sorte aspirer à l'objectivité pour que ces résultats puissent contribuer à enrichir la délibération démocratique et éclairer l'ensemble des parties concernées par une politique, ses décideurs comme ses destinataires. En d'autres termes, l'évaluation doit être avant tout conçue comme un instrument de connaissance, certes dynamique, voire créateur, mais toujours au seuil du débat et de la décision politique. Ce faisant, l'évaluation réactive la vieille question de l'articulation entre science et politique. L'évaluation donc des politiques publiques constitue un enjeu démocratique de premier ordre. Mais qui évalue? Qui doit évaluer? Comment et selon quels critères faut-il évaluer? Quand évaluer? Avant ou après? Comment s'assurer que l'évaluation produise les effets qu'on attend d'elle? Voilà des questions importantes, pertinentes, auxquelles devra répondre tout au long de cette année le Conseil d'État, aiguillonné, stimulé par la section du rapport et des études. Il faudra clarifier l'usage de l'évaluation, il faudra se pencher sur ses modalités concrètes d'organisation pour créer les conditions de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle pragmatique de l'action publique, plus réflexive, plus empirique, ou, comme le disent les anglo-saxons, fondée sur la preuve, evidence-based. Plus humble aussi peut-être, car il s'agit au fond de se donner les moyens de tirer les conséquences de nos erreurs, les admettre aussi, ces erreurs, dans l'intérêt d'une action publique meilleure. Groucho-Marx pourra être dédié, qui affirmait que, je cite, « La politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. » Et l'évaluation doit conduire au contraire de ce que nous dit Groucho-Marx. En tout cas, c'est ce que j'espère ce soir. Pour donner le coup d'envoi de ce travail collectif, de ces auditions, conférences et travaux de rédaction qui déboucheront en septembre ou octobre prochain sur la publication de la prochaine étude du Conseil d'État, je voudrais, au seuil de cette première conférence, qui inaugure un cycle de plusieurs conférences tout au long de l'année, je voudrais, pour ma part, esquisser peut-être un bref diagnostic de ce qu'est aujourd'hui l'évaluation en France, avant de proposer quelques orientations que j'estime importantes et qui pourront peut-être nourrir le débat. Parlons d'abord de l'existant, du diagnostic. Qu'observe-t-on? Eh bien, sans aucun doute, un progrès dans l'évaluation des politiques publiques qui, peu à peu, s'impose comme une composante essentielle de l'action publique. Mais, disons-le, une évaluation qui peine encore à réaliser toutes ses promesses. Si l'on se penche sur le passé, c'est vrai que la France s'est convertie assez tardivement à la culture de l'évaluation, à la logique évaluative, même si elle s'est dotée de nombreux dispositifs d'évaluation des politiques publiques. En fait, quand on regarde les étapes qui ont rythmé le développement de l'évaluation des politiques publiques en France, elles sont finalement très corrélées aux crises de légitimité auxquelles ont fait face les États, et notamment les États occidentaux. On retrouve la trace des premières commandes d'évaluation par des pouvoirs publics, en fait, au début du XXe siècle, et elles concernaient notamment le domaine de l'enseignement, de l'éducation.
Mais en fait, c'est aux États-Unis que l'évaluation, l'esprit évaluatif a réellement pris son envol. Et c'est le président Roosevelt qui a imposé cette logique de l'évaluation au même moment où il a accroissé l'interventionnisme de l'État fédéral en matière économique et en matière sociale. Puis les États-Unis l'ont développé aussi au moment des échecs de l'armée américaine en Corée, après le lancement du Spoutnik soviétique en 1957, qui avait, souvenez-vous, ébranlé la confiance de l'Amérique dans sa supériorité militaire ou technologique. Donc, finalement, une progression par à-coups qui a accompagné ces remises en cause, ces pertes de confiance, ces crises de légitimité. À chacun de ces moments, le gouvernement ou les gouvernements ont recherché l'appui de la communauté scientifique pour améliorer l'efficacité de leurs interventions tout en les justifiant. L'évaluation, en quelque sorte, revêtant dès lors le caractère d'un outil dynamique au service de l'action publique. Mais c'est aussi parce que l'efficacité devenait un déterminant essentiel de la légitimité de l'action publique que l'évaluation s'est considérablement développée, bien au-delà des États-Unis, lorsque sont nés des doutes sur la capacité de l'État-providence à mettre un terme au ralentissement de la croissance ou à la montée du chômage au début des années 70. L'évaluation est devenue à cet égard l'accessoire indispensable de la logique de résultat qui s'est peu à peu imposée, accompagnée par l'école de la nouvelle gestion publique. Alors, dans cette histoire, dans cette évolution, la France, je le disais, a accueilli relativement tardivement cette logique évaluative. La conception française de l'intérêt général, le quasi-consensus national sur la légitimité de l'intervention publique ont, à n'en pas douter, participé à ce retard relatif. En fait, quand on regarde quand s'est esquissée l'institutionnalisation de l'évaluation en dehors des grands corps d'ingénieurs qui intervient au début des années 80, c'est finalement lorsqu'on commence à parler de rationalisation des choix budgétaires. Et dans ce rattrapage français, comment ne pas citer le rapport Vivray, commandé par le Premier ministre Michel Rocard, qui avait évoqué de manière particulièrement moderne un nouveau devoir d'évaluation. Et souvenez-vous, la première évaluation digne de ce nom, c'est à propos du revenu minimum d'insertion. Il sera suivi par un décret du 22 janvier 1990 qui donnera pour la première fois un contenu organisé, opérationnel, à la démarche évaluative à travers le comité interministériel de l'évaluation, le Conseil scientifique de l'évaluation et le Fonds national de développement de l'évaluation, tous rattachés au commissariat général au plan. L'obligation faite aux États d'évaluer les programmes européens financés par des fonds structurels à destination des régions a quant à elle renforcé la diffusion de l'évaluation au niveau local autour des contrats de plan État-région. Pour terminer, mais trop brièvement, cette historique, l'évaluation des politiques publiques a connu un nouveau souffle au tournant des années 2000. Le législateur va s'emparer de l'évaluation en créant au sein de l'Assemblée nationale les missions d'évaluation et de contrôle et la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale afin d'accompagner la mise en œuvre des lois organiques relatives aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Les réformes constitutionnelles de 2003 puis de 2008 ont un peu plus ancré la logique d'évaluation en favorisant les expérimentations que le Conseil d'État, j'y reviendrai, a cherché dans une étude récente à encourager, mais aussi en consacrant la mission d'évaluation dévolue au Parlement, en renforçant le rôle de la Cour des comptes et en imposant la réalisation d'études d'impact pour tous les projets de loi. Une mission d'évaluation a également été confiée au Conseil économique, social et environnemental en 2010. Mais disons-le franchement, en dépit de ce rattrapage, en dépit de cette conversion relativement tardive à l'esprit évaluatif, en dépit de toutes ces avancées,
dans le tableau que je viens de brosser trop rapidement, le bilan de l'évaluation des politiques publiques en France demeure nuancé. Il n'est pas question ici de nier les progrès réalisés pour une meilleure évaluation des politiques publiques. Un changement de mentalité est à l'œuvre qui concerne l'ensemble des pouvoirs publics, conscients que la légitimité de leurs actions se mesure dorénavant à l'aune de leur efficacité. Le nombre d'évaluations menées en France a sensiblement cru depuis une dizaine d'années et cette dynamique positive va sans aucun doute se poursuivre. Disons-le aussi, ce mouvement est nourri par le développement de la recherche scientifique universitaire sur l'évaluation. Je pense par exemple aux travaux de France Stratégie, dont nous parlera sans aucun doute Gilles de Margerie, les travaux du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques ou de l'école d'économie de Paris, qui mêlent les disciplines universitaires et innovent dans l'élaboration de méthodes et de démarches évaluatives. Il reste, malgré tout cela, que l'évaluation peine encore à produire les effets escomptés. Elle souffre en premier lieu d'une institutionnalisation insuffisante. Le paysage de l'évaluation demeure éclaté et trop mouvant. Or, pour être efficace, l'évaluation requiert que les acteurs qui en ont la charge soient aisément identifiables. Ils doivent être organisés de manière lisible, de manière visible, afin de garantir une publicité raisonnée de leurs travaux, mais aussi afin de favoriser une exploitation optimale des savoirs tirés de leurs expériences respectives. Au sein de l'exécutif, les corps d'inspection, les instituts d'études et de statistiques, les observatoires, les agences diverses ou délégations interministérielles coexistent souvent hors de toute hiérarchie et articulation claire de leur mission. Au sein même du Parlement, et je parle sous le contrôle des parlementaires présents ce soir, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, qui a été créé en 2009 pour jouer en quelque sorte le rôle d'une tour de contrôle de l'évaluation à l'Assemblée, entre trop souvent en concurrence avec les autres commissions permanentes, ce qui contraint très fortement le choix des sujets qu'il peut traiter. Et cette dispersion est accentuée par l'absence de définition claire de ce qu'est l'évaluation et ce que doivent être ses objectifs. L'évaluation, pour reprendre un mot du premier président Migaud, l'évaluation est encore en quête d'identité et la notion, en dépit de sa consécration dans la Constitution, reste floue. À ces problèmes, je dirais, d'organisation, à ces problèmes de méthode, s'ajoute aussi, il faut le reconnaître, l'existence de résistances politiques, techniques vis-à-vis de l'évaluation. Le temps long de l'évaluation s'accorde mal au temps politique, au temps électoral, qui est beaucoup plus court, s'accorde mal parfois avec des évaluations qui sont régulièrement fragilisées, parfois par le manque apparent d'objectivité et de neutralité de leurs auteurs. Et, disons-le clairement, se pose toujours en France cette difficile et lancinante question autour de l'évaluation. Est-il possible de porter un jugement sur l'efficience indépendamment des convictions que l'on peut avoir sur le bien fondé d'une politique, sur l'opportunité d'une politique? Il y a là une tension difficile à résoudre. Les freins politiques résultent également de la collision entre la nécessité de tenir ses promesses de campagne et celle de défendre l'intérêt général en tirant les conséquences de l'inefficacité éventuelle des mesures que l'on a précédemment défendues. Et parlons des études d'impact que tous les jeudis, lorsque nous examinons des projets de loi, nous passons au crible. On le voit bien, l'élection du président de la République au suffrage universel, l'institution du quinquennat, font que finalement, l'actualité législative, au moins pendant les 2 ou 3 premières années du quinquennat, sont la traduction des promesses qui ont été faites aux électeurs pendant la campagne présidentielle. C'est ce qui structure aujourd'hui, finalement, l'actualité législative. Et quand ces promesses sont faites, le premier devoir des politiques est de les respecter. Et l'exercice d'évaluation ex ante
perd finalement son exemplarité. Pourquoi évaluer d'autres options que celles que j'ai promises à mes électeurs? Et on le voit, cet exercice de l'étude d'impact que nous examinons encore une fois régulièrement à l'occasion des projets de loi qui nous sont soumis, perdent beaucoup de son sens, elles éclairent les choix, mais ne nous permettent pas de savoir si d'autres options auraient pu être contemplées que celles consistant à présenter la réforme qui nous est soumise. Voilà un des exemples qui montre que, de manière éclatante, subsiste ce problème des déterminants contemporains de ce que Pierre Rosanvallon appelle le bon gouvernement. Voilà pour le diagnostic. Parlons un peu maintenant du futur et peut-être des sujets que la prochaine étude du Conseil d'État devra affronter. D'abord, et je crois que c'est important, il faut se poser la question de l'évaluation comme instrument démocratique. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de mieux faire adhérer, mieux faire participer le public à la prise de décision? Deuxième sujet sur lequel je voudrais m'attarder, mais pas trop longtemps, comment l'évaluation peut être mise efficacement au service de la décision publique. Alors, en premier lieu, moi j'en suis vraiment convaincu, l'efficacité de l'évaluation des politiques publiques suppose de définir finalement les moyens de garantir la légitimité de ces politiques publiques. L'évaluation ne doit pas être en quelque sorte un instrument de pouvoir. Elle doit au contraire s'inscrire pleinement dans le processus démocratique pour nourrir le débat public en le fondant sur une analyse commune des faits, des effets et en posant les bases d'une sorte de langage commun. C'est pourquoi, au-delà de la question des méthodes de recherche et de moyens mis en œuvre, les instances d'évaluation doivent être revêtues d'une légitimité démocratique incontestable. Et cela suppose, en premier lieu, un positionnement institutionnel clair, de nature à prévenir les soupçons de partialité qui peuvent résulter d'une proximité trop évidente avec le commanditaire de l'évaluation. La tentation de l'auto-évaluation doit être écartée et l'emprise du pouvoir exécutif sur les activités d'évaluation doit être desserrée, sous peine de ne pas convaincre. La question de savoir où doivent se situer les évaluateurs dans les institutions reste ouverte, mais il est certain qu'ils devront posséder une certaine indépendance. Il faut trouver en quelque sorte le bon équilibre entre le recours aux experts, faire aussi plus de place, il faut le reconnaître, dans l'administration française et au Parlement, à la culture économique, qui est sans doute sous-représentée, insuffisamment représentée en France. Il faut que cette évaluation soit appropriée par le décideur, mais menée de manière indépendante et impartiale, peut-être en permettant le recours à des pôles d'experts à la fois compétents et indépendants qui doivent trouver leur place légitime dans cette évaluation. Deuxième chose à laquelle il faut réfléchir, c'est comment inclure davantage les citoyens dans la démarche évaluative. Certains dispositifs propres au domaine de l'environnement existent déjà, qui favorisent la participation du public dans les procédures de nature évaluative, comme la Commission nationale du débat public, devenue en 2002 une autorité administrative indépendante. Plus généralement, le pluralisme doit être favorisé à chaque stade de l'évaluation. En amont, d'abord, il est nécessaire que les préoccupations des citoyens soient mieux prises en compte. Qu'attendent les citoyens? Que peuvent-ils mesurer sur le terrain pour que l'évaluation réponde effectivement aux questions qu'ils se posent? Et à cet égard, les procédures d'évaluation gagneraient sans doute à être mieux articulées avec celles des différents types de concertation sociale et citoyenne. Pendant l'évaluation, les organismes évaluateurs doivent être aussi composés à la fois des commanditaires de l'évaluation, mais aussi des chercheurs, ainsi que des exécutants, des représentants, des destinataires de la mesure évaluée. Et cette composition plurielle pourrait d'ailleurs permettre de prévenir le risque d'un renforcement
de la concentration, en quelque sorte technocratique, des outils de la décision et corrélativement peut-être de renouer les fils de la confiance entre les sachants et les profanes, entre expertise et démocratie, entre science et politique. Et je pense profondément que l'évaluation représente à cet égard une opportunité pour l'expert qui, je le crois, doit retrouver toute sa place, toute sa légitimité dans le débat public. Je parlais de l'amont, je parlais de la phase d'expérimentation proprement dite, mais en aval aussi. Les résultats des évaluations doivent être mis à la disposition des citoyens et de leurs représentants dans des conditions qui leur permettent à la fois de les comprendre, mais aussi de les approprier en quelque sorte activement. Cela implique une réflexion sur le caractère compréhensible, la lisibilité, ainsi que les modes de diffusion des informations publiées. Et ce n'est que si ces informations trouvent un écho suffisant dans l'opinion publique qu'elles pourront constituer le terreau d'un débat plus riche, plus fructueux et, in fine, pourront influencer les pratiques des décideurs publics. Apparaît donc en quelque sorte la figure d'un évaluateur tiers de confiance, carrefour où se retrouvent décideurs, scientifiques et citoyens pour nourrir une connaissance plus réflexive, plus concertée, plus empirique, plus orientée vers l'action, pour créer, en d'autres termes, un processus dynamique, vertueux, autour d'une intelligence collective renouvelée. Et sa légitimité ne sera garantie que si elle repose sur des valeurs d'indépendance, de transparence, de rigueur scientifique, de déontologie et d'inclusion des citoyens. Cette légitimité, et c'est la limite, ne pourra cependant être préservée que si l'on reste conscient des limites de l'évaluation. L'évaluation ne vise en fait qu'à rendre compte de ce que les gouvernements font, comment ils le font et quelle différence cela fait. Elle doit aider à choisir de manière éclairée, mais ne saurait offrir, en quelque sorte, les décisions clés en main. L'évaluation n'est jamais, en d'autres termes, qu'un point de départ, ou tout du moins une étape du débat politique qui doit reprendre la main avec les informations qu'elle lui délivre. L'évaluation accroît en conséquence les responsabilités des décideurs comme des citoyens, conformément à ce que disait Michel Rocard en son temps. Il ne peut y avoir ni autonomie sans responsabilité, ni responsabilité sans évaluation, ni évaluation sans conséquence. C'est pourquoi, et je voudrais terminer par là, il me semble nécessaire d'affermir et de réfléchir aux liens nécessaires qui doivent exister entre évaluation d'une part et décision d'autre part. Pour cela, il importe avant tout que l'évaluation accompagne les politiques publiques tout au long de leur vie, de leur élaboration à leur exécution. La France a eu tendance, et c'est l'objet de la réforme constitutionnelle de 2008 dont je parlais, la France a eu tendance à concentrer ses efforts sur l'évaluation ex ante et négliger les évaluations que j'appellerais in itinere ou ex post. La réalisation des études d'impact, dont le Conseil d'État, je l'évoquais à l'instant, contrôle scrupuleusement la qualité dans le cadre de ses activités consultatives, se révèle trop souvent privée de portée pratique dès lors que ces évaluations ne sont pas systématiquement suivies par des vraies évaluations subséquentes de l'effet des législations précédentes. Le potentiel des études d'impact pourrait être mieux exploité si elles ne se résumaient pas à un exercice formel qui requiert parfois, il faut bien le dire, des dons de pitié, mais incluait au contraire, d'une part, des études d'options, d'autre part, une identification plus claire des objectifs poursuivis afin de fixer le cadre d'une évaluation ex post qui interviendrait cette fois en aval. Elles doivent être tout au plus un maillon de la chaîne évaluative. Revêtues de cette fonction nouvelle, les études d'impact pourraient être généralisées peut-être au-delà des projets de loi, notamment pour des amendements législatifs particulièrement substantiels, voire aussi pour des projets d'ordonnance, quand on voit l'intensité avec laquelle aujourd'hui le gouvernement recourt aux ordonnances de l'article 38, on ne comprend pas toujours pourquoi, selon que l'on recourt à la loi délibérée ou à l'ordonnance, dans un cas l'étude d'impact est nécessaire et pas dans l'autre. Mais ce sont surtout les évaluations ex post qui doivent être généralisées, car c'est à ce stade seulement
que la divination se transforme en fait et qu'il est réellement possible de tirer les conséquences des éventuelles défaillances des politiques publiques. Si l'évaluation ne pourra jamais prévenir toutes les erreurs, elle offre la précieuse possibilité de ne pas persévérer dans l'erreur. Or, les évaluations ex post sont aujourd'hui trop dispersées, pas assez systématiques et concernent trop souvent une politique dans sa globalité plutôt qu'elle n'analyse les effets des différents dispositifs qui la mettent en œuvre. Il apparaît donc nécessaire de renforcer la proximité entre évaluation et décision, et à cet égard, il est fort probable que le seul fait de verser dans le débat public les résultats des évaluations ne suffise pas toujours à inciter les décideurs publics à en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je crois nécessaire de favoriser la mise en œuvre de nouveaux outils juridiques, d'outils originaux. On peut en citer plusieurs, mais je me bornerai à deux. Le premier outil sur lequel justement vient de se pencher le Conseil d'État dans une étude récemment publiée, c'est l'expérimentation. L'expérimentation que notre Constitution a accueillie tardivement, mais qui lui a fait une place dans la réforme constitutionnelle de 2003, que ce soit au niveau législatif ou au niveau réglementaire. Qui dit expérimentation dit évaluation, car tout l'intérêt d'une expérimentation, c'est de tester sur le terrain, puis évaluer avant de décider de généraliser ou d'abandonner la réforme expérimentée. Et le Conseil d'État vient de publier une étude inédite dans laquelle, à la fois, il fait le bilan des expérimentations en France, bilan qui n'avait jamais été fait, et a proposé toute une série de réformes, notamment pour accompagner la démarche des expérimentateurs et notamment un guide pratique pour accompagner à toutes les étapes cette expérimentation, notamment la part de l'évaluation. Et je vous invite à lire cette étude très riche de propositions concrètes et pragmatiques. Le deuxième outil auquel on peut penser, c'est ce qu'on appelle les clauses de réexamen. Les anglo-saxons appellent cela les sunset clauses, les clauses coucher du soleil, que les Québécois ont joliment traduit par clause crépusculaire. C'est une méthode qui trouve de plus en plus sa place dans les législations anglo-saxonnes, mais qui sont aussi de plus en plus importées par le droit européen. On voit de plus en plus de directives ou de règlements, finalement d'actes de droit dérivés européens qui systématisent ce recours aux clauses de réexamen. Et on en trouve la trace dans plusieurs législations récentes. Je pense par exemple à la législation sur la bioéthique, qui a systématisé ces étapes de réexamen où, au vu des progrès scientifiques, des demandes sociales, finalement réexamine le bien fondé d'options qu'avait choisi le législateur, et le Conseil d'État, vous le savez, a été associé à chacune de ces phases de réexamen. Voilà deux exemples d'outils juridiques qui peuvent être intéressants, tout en admettant que ces risques peuvent faire courir des risques en termes de sécurité juridique, de stabilité. Il faut trouver le bon réglage entre l'adaptabilité de la norme, mais aussi sa stabilité, sa permanence. Et il y a sûrement beaucoup à faire, à réfléchir sur le contenu, la valeur et les modalités de mise en œuvre de ces clauses de rendez-vous qui doivent être ajustées de manière fine afin de concilier, je le disais, les exigences d'efficacité et de stabilité. Ces quelques exemples ont vocation à ouvrir des pistes de réflexion pour le cycle d'études qui s'ouvre aujourd'hui. Elles seront, je l'espère, élargies, nourries, contournées peut-être. Mais cette exploration gagnera à regarder dans une perspective comparatiste ce que font les pays étrangers. Je crois également nécessaire de tenir pleinement compte des expériences récemment menées en France, avec en particulier, je pourrais citer cet exemple, la mise en place de la commission chargée d'anticiper les effets de plusieurs dispositions du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances de 2015, mais aussi le comité du suivi crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, l'exercice d'évaluation sur certaines réformes fiscales, je pense par exemple à le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, ou le lancement en 2018 des printemps de l'évaluation par l'Assemblée nationale.
Vous voyez, mesdames et messieurs, le sujet dans lequel se lance le Conseil d'État avec ce cycle de conférences, avec cette prochaine étude annuelle 2020, est aussi vaste que passionnant. Les clés d'entrée sont multiples. Les prochaines conférences auront à cœur d'activer certaines d'entre elles pour présenter les grands enjeux de l'évaluation des politiques publiques. Et avant de céder ma place, en vous priant de pardonner, j'ai été beaucoup trop long et sans doute mordu, mais vous allez constater que ce que j'ai dit ne sont que les prémices d'une réflexion beaucoup plus vaste. Avant de céder ma place pour la suite de cette conférence inaugurale, je voudrais très sincèrement remercier tous ceux qui ont accepté de prendre la parole aujourd'hui. Monsieur le député des Yvelines, Jean-Noël Barrot, Madame Pascaline Dupas, professeure à l'université de Stanford, et Monsieur Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, qui est un habitué de ces conférences. Il est venu récemment pour la précédente étude annuelle sur le sport, et les travaux de France Stratégie apportent, je l'ai déjà dit, une contribution capitale à l'évaluation des politiques publiques en France. Votre présence nouvelle ou renouvelée est aujourd'hui une chance pour le Conseil d'État. Je tiens enfin à remercier la section du rapport et des études, sa présidente Martine de Boisdef, qui va modérer les débats d'aujourd'hui, son rapporteur général François Séners, son rapporteur général adjoint Frédéric Pacou, ainsi que l'ensemble des agents de la section du rapport et des études qui ont été mobilisés et vont se mobiliser pour l'organisation de ce cycle de conférences. Merci beaucoup pour votre attention.